All up in my mental playing make believe. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. You always really were a pipe dream to me. Oh yeah, oh yeah. Well, I'm wrapped up, I need it. Bonjour à tous, c'est à l'école du bonheur, c'est l'émission qui stimule votre sérotonine. On va parler bonheur, on va parler souvenirs d'enfance avec notre invité comme toutes les semaines. Vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook en live, on est en direct, sur Instagram Live et évidemment sur Demain TV, entre autres. Et on va tout de suite retrouver, on co-présente l'émission maintenant quasiment. Aurélien, tu es là? Ça va, le plus jeune journaliste de France, 11 ans. Et on est bien content parce que l'école t'a pas récupéré, donc tu es avec nous. T'as pas repris l'école, Aurélien? Qu'est-ce qui se passe? Alors, Aurélien, l'école t'a pas récupéré. En revanche, la connexion est difficile, on va dire la vérité à tous nos internautes. C'est un peu compliqué la connexion, mais on va y arriver. On va stabiliser tout ça. Je vais vous faire deviner qui est notre invité. Un premier indice, et on va l'écouter le premier indice. Bonjour à tous et bienvenue dans 12h45, lundi 23 septembre. Voici les titres. Donc ce générique, vous le connaissez, cette voix, évidemment, vous la connaissez. Vous l'entendez une fois par jour depuis à peu près 10 ans sur une chaîne bien connue. Deuxième indice, c'est la première femme à avoir présenté une émission automobile. Et troisième indice, c'est une journaliste qui a fait des études de philosophie, il n'y en a pas énormément. Comment ça va, Karine Guioc? Ça va bien, merci. Ça va, t'es contente de ma présentation? C'est bien, j'ai pas entendu le premier indice, mais j'imagine que le premier indice, en fait, les images, tu les vois pas, c'était évidemment M6, c'est évidemment le 12-45, et donc évidemment pour tous les téléspectateurs, c'est au moins une fois par jour. D'abord, on t'a entendu le soir, et puis ensuite dans le 19-45, et puis oui, ensuite, dans le 19, effectivement. J'ai d'abord été chroniqueuse. Dans le 1945, je faisais les Expliquez-nous. Ensuite, j'ai été joker de Xavier Demoulin, donc à la présentation du 1945 lorsqu'il était en vacances. Et puis, depuis 2012, je présente donc le 12-45. Voilà, le journal de la mi-journée d'M6. Et en confinement, tu as continué à travailler, on te voyait, en tout cas, on te voyait, c'était pas un hologramme, c'était bien toi. Ah non, non. Non, c'était pas un hologramme, c'était pas un avatar, c'était bien moi. Ça a été une période, je pense, pour tous les journalistes très compliquée, très difficile, et en même temps extrêmement intense et dense, parce qu'il y avait beaucoup de symbolique. C'est, je pense, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est la première fois de ma carrière que j'étais confrontée à une situation aussi extraordinaire et exceptionnelle, et devoir assurer la continuité de mon travail, en l'occurrence devoir continuer à informer les Français dans cette période si incertaine et éprouvante. C'était à la fois un grand honneur et c'était vraiment être au cœur de mon métier. Donc voilà, c'est une expérience qu'évidemment, je n'oublierai jamais. Là, en l'occurrence, je n'évoque pas seulement la tragédie elle-même en termes de perte de vie, mais l'expérience elle-même était absolument exceptionnelle en ce qui nous concerne, extraordinaire. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé, à ton avis, pour la télévision? Parce qu'on a vu beaucoup d'équipes, de confrères, de consoeurs être obligés en fait de s'adapter, faire un peu de la web TV. Alors, c'était pas exactement votre cas à M6, mais tu penses qu'il y aura un avant et un après Covid-19 pour les médias? Sans doute, oui. Alors, en ce qui nous concerne, c'est vrai qu'on a continué à fonctionner de manière en équipe très réduite. Donc c'était aussi assez éprouvant de le faire de cette manière-là, mais c'était aussi la possibilité de réussir à créer des journaux qui restent interactifs, puisqu'on ne pouvait pas évidemment recevoir d'invités, même si on ne le fait pas généralement sur le 12-45, sauf édition spéciale, mais de pouvoir de multiplier les intervenants, d'avoir énormément d'interviews, notamment à travers de plateformes comme Zoom ou Skype, etc. Je pense que c'est quelque chose qui peut rester même après. À peut-être avoir une relation un peu différente en fait avec son davantage de proximité, aller davantage chez les téléspectateurs. On a interviewé énormément de familles pendant cette période de confinement, justement qui vivaient un confinement dans des conditions parfois particulières, et de pouvoir rentrer ainsi chez les gens, ce qu'on ne faisait jamais, en tout cas pas sous cette forme-là avant. Je pense que c'est un principe qu'on peut conserver. Au contraire, ça donne davantage de relief, toujours plus de proximité et vraiment beaucoup de fraîcheur et d'authenticité. Karine, je vais commencer à prendre des questions qui nous sont posées sur Facebook et sur Instagram. J'ai une première question de Fatih qui nous demande ton conseil pour des jeunes qui veulent devenir journalistes aujourd'hui.
Alors évidemment, moi, quand j'ai commencé le journalisme il y a très longtemps, Non, c'est pas vrai. C'est un fake news. l'approche était, je pense, différente. Aujourd'hui, à mon avis, c'est quand même l'accès est plus facilité, notamment parce qu'il y a tous les réseaux sociaux et qu'il est possible de fait de faire déjà ses preuves et de démontrer qu'on a des aptitudes pour le journalisme. Et donc les conseils, c'est évidemment déjà, il faut savoir ce que requiert le fait d'être journaliste, ce métier-là. En l'occurrence, c'est de la curiosité, un souci d'honnêteté, de la rigueur. Et puis, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on veut être journaliste. Il y a transmettre l'information, il y a éventuellement éveiller parfois les consciences en fonction de la forme de journaliste qu'on fait. Et donc moi, évidemment, j'ai envie de dire, continuez à vous informer, à vous cultiver. C'est extrêmement important quand on est journaliste. Il se trouve que moi, j'ai fait des études de philosophie. J'ai pas fait d'école de journalisme, mais bien sûr, je recommande de faire une école de journalisme. Mais sachez que tous les parcours, aussi atypiques soient-ils, peuvent vous conduire à ce métier-là. Donc, n'hésitez pas à explorer d'autres voies et à arriver dans ce métier-là riche d'expérience ou de parcours qui étaient inattendus. J'ai une autre question de Jimmy qui nous demande quel est puisque c'est une émission sur le bonheur, quel est ton plus grand bonheur dans ce métier et quelle est ta frustration principale dans ce métier? Alors, mon plus grand bonheur dans ce métier, c'est de donner de bonnes nouvelles, évidemment. Toutes les fois qu'il y a... T'en as souvent des bonheurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Une victoire de la France, de Français. Ouais. Toutes les fois que vraiment la France est heureuse, c'est un immense bonheur pour moi, parce que c'est dans ces moments-là qu'annoncer une bonne nouvelle prend tout son sens et tout son relief. Et puis, évidemment, la frustration, c'est, je pense, la frustration de tous ceux qui sont présentateurs, c'est de ne pas faire de terrain. J'en ai fait pendant de longues années et c'est vrai que c'est une façon particulière de pratiquer son métier d'être présentateur et d'être coupé du terrain. Parfois, en effet, ça peut me manquer. Je peux avoir envie de descendre, d'aller au milieu de vous tous, au milieu des gens, que ce soit chez eux, dans la rue, enfin n'importe où, pour aller au plus près et les interviewer. Ça peut être une de mes frustrations. Mais c'est vrai que pendant cette période de confinement, finalement, cette frustration a pu être comblée par le biais de ces interviews très spontanées et très authentiques qu'on faisait avec des téléspectateurs qui nous ont accueillis chez eux par ces plateformes-là à distance. La prochaine fois que tu m'interviews sur M6, quand on me dit 2,30, je ferai 4,50. Parce que oui, là, tu es en train de faire des tunnels. Là. On sait que de toute alors, façon, je dis à tous quand même qu'il n'y a pas besoin que vous connaissiez bien Karine Gog pour savoir qu'elle a qu'un seul défaut. Elle est hyper bavarde. Karine, j'aimerais bien te poser des questions. Donc, je vais t'en poser une. Tu essaies de me faire une réponse courte une fois. Non, c'est pas moi qui vais te la poser. On va retrouver Aurélien. Aurélien, il va te poser une question. Aurélien, est-ce qu'on t'a retrouvé? Tu es là? Oui. Super. Tu as une question pour Karine? Oui, alors bonjour Karine, je suis très heureux de vous rencontrer. Alors j'ai une petite question à vous poser. Donc j'ai vu que vous étiez marraine d'une association sur la c'est la drépanocytose. La drépanocytose. Yes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous expliquer ce qu'est la drépanocytose? Bien sûr. Alors déjà, je suis très heureuse aussi que tu sois là parce que ça me rappelle moi aussi mes débuts, en tout cas ces moments où cette vocation pour le journalisme est apparue en moi. Alors je ne savais pas encore que ça s'appelait journalisme et je ne savais pas que je deviendrais journaliste. Mais en tout cas, c'est à ton âge à peu près que cette envie de poser des questions, de me rapprocher des autres et de créer du lien s'est manifestée. Alors la drépanocytose, c'est la première maladie génétique au monde. C'est une maladie qui est la conséquence d'une mutation génétique au paludisme. Les gènes se sont adaptés et dans cette adaptation, dans cette mutation, il y a hélas des anomalies qui sont provoquées. En l'occurrence, c'est la drépanocytose. Tu vois, tu m'as transmis ton apercevement. La drépanocytose déclenche des crises de douleur terribles, mais c'est une maladie qui peut être jusqu'à mortelle parce qu'elle affaiblit énormément ceux qui en sont porteurs et ça touche en particulier les pays du Sud et les populations du Sud du monde. Dans la mesure où il s'agit d'une mutation de gène au paludisme. Et le paludisme, comme tu le sais, est transmis par un moustique, l'anophèle en l'occurrence. Et donc, voilà, et c'est une maladie qui peut être jusqu'à mortelle. Et je pense notamment à l'une des élèves de ma mère, parce que ma mère était enseignante, elle est aujourd'hui à la retraite. Mais elle avait dans sa classe une petite Noémie qui malheureusement est morte des suites de la drépanocytose. Elle avait 8 ans.
Donc voilà, c'est une maladie qui doit mobiliser, qui ne mobilise pas suffisamment. Malheureusement, on ne se soucie pas suffisamment. Et Karine, on salue Jenny Hippocrate, qui est la présidente de l'association. Et on soutient évidemment Jenny et puis son combat contre la drépanocytose. Je voudrais te faire réagir parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui nous posent des questions sur ce qui s'est passé il y a quelques heures. Alors évidemment, c'est une émission sur le bonheur, donc on a choisi de ne pas diffuser cette vidéo que vous voyez de toute façon sur les réseaux sociaux, qui est une vidéo très dure. On va en tout cas montrer cette image. C'est celle de George Floyd. George Floyd, c'est un monsieur de 46 ans, une personne à Minneapolis, qui, il y a quelques heures, a été tué par la police de Minneapolis. Je voulais te faire réagir parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui te posent des questions là-dessus. On sait que tu es quelqu'un de très engagé. Qu'est-ce que tu peux nous dire? J'imagine que ce sont des images qui t'ont saisi. Oui. Ce midi dans le 1245, j'ai vu comme sans doute vous tous cette vidéo hier sur les réseaux sociaux et je n'ai pas pu la regarder jusqu'au bout. Tellement j'étais... c'est pas horrifiée, c'est-à-dire qu'il y a un mélange d'horreur, de colère, d'incompréhension et que j'ai vu trop de vidéos comme ça. Malheureusement ces dernières semaines, c'est même pas ces dernières années, ces dernières semaines, je comprends pas en fait. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse de cette façon laisser le racisme s'exprimer, parce que curieusement, ce sont généralement des policiers blancs ou des hommes blancs qui tuent des hommes noirs. Et être un homme noir en particulier aux États-Unis, c'est vraiment être constamment en danger. Oui, c'est le maire de Minneapolis qui il faut dit, un engagement. Enfin, je veux dire, il faut. C'est pas possible qu'on continue à être spectateur de ces horreurs-là. En plus, le policier, en l'occurrence, qui maintient George Floyd à terre, se sait filmer. Et ça ne change absolument rien. Alors, bon, c'est pas parce qu'on est filmé qu'il faut que la réalité soit autre. Mais en tout cas, ça montre que même en étant filmé, ça ne lui amène absolument aucune forme d'humanité. Et moi, ça me laisse dans un état d'incompréhension et de colère absolue et de sentiment d'injustice dans la mesure où je suis concernée en tant que femme noire, mais je suis concernée en tant qu'être humain. Et ça n'est pas un problème de noir et de blanc, c'est un problème d'être humain. Et il faut que les êtres humains, qu'ils soient américains ou de n'importe quelle autre nationalité, fassent quelque chose, agissent, pour qu'on en finisse avec ce racisme mortel. Ça peut pas être mortel d'être noir, parce qu'en fait. Oui, c'est exactement ce qu'a dit le maire de Minneapolis, qui a dit être noir aux États-Unis, c'est en fait une condamnation à mort. Dès que tu nais, eh bien tu es condamné à mort. Merci Karine, parce que je pense que c'est aussi une frustration. Tu donnes des faits mais tu évidemment peux pas exprimer ni tes émotions ni ton point de vue. Évidemment, c'est pas ton métier. Et ce serait trahir les téléspectateurs, que ce soit sur le cas de George Floyd ou n'importe quel autre drame ou fait d'actualité. C'est pas mon rôle de donner mon avis. Karine, on va passer... En effet, cette plateforme me donne l'occasion de m'exprimer là-dessus. Ouais. En tout cas, c'était important d'avoir ton avis et c'était pour ça que c'est... Alors, Karine, on va passer sur ton album de famille. On va passer tout de suite à cette rubrique « Mes bons souvenirs ». All up in my mental playing make believe. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Et on commence, Karine, avec une photo de toi. On est en 1980. Ça, c'est du dossier. Tu as 2 ans. On te voit avec un... Alors, tu es très mignonne. Je dirais pas la même chose de ton pull. Quel est ton premier bon souvenir? Quel est ton premier souvenir d'enfance, Karine? Alors, j'ai 2 souvenirs d'enfance, mais je vais vous raconter, enfin, les plus anciens en tout cas, celui qui m'a le plus marqué, on va dire. Mes parents m'avaient offert un lapin. En tout cas, je pensais qu'ils m'avaient offert un lapin. En tout cas, j'avais eu le temps de m'attacher au lapin jusqu'à ce que je sois témoin d'une course-poursuite dans l'appartement, parce que ma mère poursuivait le lapin qu'elle avait prévu de faire à déjeuner. Ah, d'accord, oui. Je devais avoir 3 ans et ça a été un crève-cœur. Et ça a été un tel crève-cœur, je pense que c'est pour ça que ça me marque. Et tu manges encore du lapin? 3 ans. Et depuis, je ne mange pas. Je n'ai pas mangé le lapin. Je ne mange pas de lapin du tout, jamais. Ouais. Je mange très peu de viande d'ailleurs. Mais en l'occurrence, jamais de lapin. On te voit maintenant avec ta maman, on est au Sable d'Olonne, d'ailleurs on aurait pu se rencontrer à 4 ans, que d'occasion gâchée Karine. C'est sur la plage au Sable d'Olonne, alors là tu as passé ton pull à ta maman. Et non, ma mère est très belle. Elle est magnifique avec ses lunettes très début des années 80, on est en 82. Tu as une relation particulière avec ta maman, tu nous en dis quelques mots?
Oui, on a une relation très très proche, on est très fusionnel avec ma mère. Il se trouve qu'en effet, à cette époque-là, mon père en fait est parti en 81, il s'est installé en Guyane. Et donc on est resté quelques années, ma mère et moi toutes seules, dans un format de famille monoparentale, avant d'aller rejoindre mon père en Guyane. Et c'est vrai qu'on a une relation extrêmement proche. C'est ma meilleure amie, c'est ma maman chérie. Enfin voilà, ma mère, c'est un pilier essentiel de ma vie. Alors, je ne l'appelle pas suffisamment à son goût, évidemment, parce qu'elle vit en Guadeloupe. Mais voilà, ma mère, c'est mon tout. Et on a une photo de toi en CP avec tes camarades. Et là, il y a une particularité, c'est qu'alors on te voit, tu as toujours... Le rouge, c'est quand même ta couleur. On te voit, tu es encore en rouge. Donc, tu es facile à repérer dans la classe. On te voit en 84. Donc, il y a une rentrée, apparemment une rentrée qui se passe à Bonneuil, 94, et une rentrée qui se passe en Guyane. Donc, tu as fait 2 rentrées. Tu aimais tellement l'école que tu as fait 2 rentrées. En fait, on voit la deuxième photo où tu es toujours, voilà, tu es 1984. Ah, oui, en effet. Alors, les 2 photos, je ne crois pas que ce soit la même année, mais en tout cas, la première photo, où je suis assise comme ça avec des cocotiers derrière, c'est en effet une photo de rentrée de classe à Cayenne. Et en effet, c'était ma 2e rentrée, parce qu'à l'époque, j'avais fait une première rentrée à Bonneuil-sur-Marne où on vivait, et puis entre-temps, ma mère n'avait pas encore tout à fait été mutée, mais enfin, en tout cas, elle avait obtenu de pouvoir partir en Guyane. Et dans l'outre-mer, dans les départements d'outre-mer, dans la Caraïbe, on rentrait en octobre. Oui. Donc, j'ai fait une première rentrée en septembre, en CP à Bonneuil, 9-4 c'est le Barça, et j'ai refait une 2e rentrée à Cayenne, cette fois à l'école où j'étais, je crois que c'était à l'école Jean Massé ou quelque chose comme ça. Et on a dans ton album de photos, ça c'est très riche, hein, certains invités n'ont pas beaucoup de photos, toi tu avais beaucoup de photos de ton enfance. On a une photo de toi avec tes parents, donc là on voit ta maman, on la connaît maintenant, et ton papa. Et là c'est important parce qu'ils sont en train de t'offrir quelque chose qui va changer ta vie. Ça doit sans doute être soit un dictaphone, soit en tout cas, oui, quelque chose comme ça. Et là ça commence ta carrière presque de journaliste, tu as 13 ans, on est en 1991. Exactement, on est en 1991, j'ai 13 ans et en fait on a un projet avec mes camarades de classe du collège Zéphyr où j'étais à Cayenne, c'était de créer un magazine qu'on voulait appeler Métissage. Et en fait, en créant ce projet, évidemment personne ne nous avait financé. En revanche, France Guyane, le quotidien de là-bas, avait entendu parler de notre initiative et nous avait proposé d'écrire une fois par semaine. On avait une page entière pour nous, hebdomadaire. Et donc, mes parents étaient en train de m'acheter ce dictaphone qui allait changer ma vie, mais évidemment, à ce moment-là, je ne le savais pas, pour que je puisse réaliser mes interviews. Voilà. Ouais. Et je crois que tu as un concurrent parce que jusqu'à maintenant, sur ta page Wikipédia, tu étais la première journaliste de France avec des débuts à 13 ans. Mais évidemment, il y a Aurélien qui fout le dawa dans cette histoire. Et Aurélien, lui, il a visité une rédaction à 9 ans. À 9 ans, il a gagné un prix donc pour visiter la rédaction de Géo Magazine. Tu peux nous en dire quelques mots, Aurélien? Qu'est-ce qui t'a frappé en fait dans cette rédaction? Bah alors oui, donc j'ai eu la chance de participer à la bourse du jeune reporter Géo. Donc j'avais présenté un sujet sur les écoles en plein air en Norvège. Et donc premièrement, ce qui m'a frappé, c'est que chacun avait une tâche bien précise. Les photographes, les journalistes, les rédacteurs. Et en fait, la rédaction, on dirait que c'est une ruche parce que ça bourdonne de partout. Deuxièmement, ce qui m'a frappé, c'est que je suis désolée. Tout va bien. Donc deuxièmement, ce qui m'a frappé, c'est que un travail monstrueux doit être fait en un temps record. Et je me demande, Karine, comment on fait si le rédacteur en chef refuse le reportage ou le magazine alors qu'il doit être diffusé quelques heures ou quelques jours après? Alors ça, c'est un cas de figure qui n'arrive pas sur un JT, puisqu'un rédacteur en chef, et en l'occurrence, mon rédacteur en chef sur le 1245, c'est Frédéric Dupont. On travaille en binôme depuis maintenant 10 ans. Je suis son adjointe, je suis rédactrice en chef adjointe aussi, parce que c'est le cas pour tous les présentateurs. On établit un conducteur, en fait, donc on ne refuse pas de sujet. Il faut vraiment qu'il y ait un problème technique, que le sujet n'arrive pas, parce qu'en l'occurrence, les journalistes sont en région et qu'il y a un problème technique comme toi, tu peux l'expérimenter en ce moment avec tes problèmes de connexion, pour que le sujet ne soit pas diffusable et que, de fait, on doive le remplacer. Mais ça, c'est une adaptation sans cesse. Et tu as raison,
Une rédaction, c'est une ruche. En effet, nous, on est aussi en open space, comme c'est le cas dans la plupart des rédactions. Il se trouve qu'en ce moment, on est en une équipe réduite, évidemment. On regarde des gestes barrières qu'il faut respecter, mais ça va extrêmement vite, c'est très dense. Alors il faut que tu t'imagines qu'en télé, notamment pour un journal de la mi-journée, et ça on le dit trop peu parce que c'est vrai que très souvent les gens vous disent ah le 20h, alors le 20h, le 20h c'est comme le 12h45 en fait, hein, le JT du soir c'est comme le JT du midi, sauf que le JT du midi on a encore moins de temps pour le fabriquer que le JT du soir. Nous à M6, notre réunion de rédaction a lieu à 7h30. Le temps que les éléments soient rentrés dans la machine, le conducteur, etc., je peux commencer à écrire à partir de 9h, 9h30, si tu veux. Et donc, entre 9h30 et midi, il s'écoule, comme tu peux l'imaginer, assez peu de temps, 2h30, et j'ai donc 2h30 pour écrire le journal, puisque, là aussi, c'est une chose que souvent on me dit, parce que les gens l'ignorent, en fait, le présentateur écrit ses textes. Tout ce que je dis, je l'ai écrit. Donc, ça va très vite, c'est extrêmement dense, c'est une course contre la montre, il faut avoir des nerfs, il faut être très souple. Il faut s'adapter en permanence. Dès qu'une nouvelle news tombe, il faut pouvoir l'écrire tout de suite, changer, modifier. Il faut être extrêmement souple, adaptable. Il faut s'adapter à l'actu. Bon, en tout cas, Karine, si tu vois quelqu'un qui ressemble à Aurélien qui traîne aux abords de M6, n'ouvre surtout pas la porte. Il ne traînera pas. Si tu veux continuer à présenter ton journal, tu vois, moi j'ai ouvert la porte ici, il me remplace. La semaine prochaine, d'ailleurs, c'est lui qui sera à ma place. Donc, on va regarder une petite image. Je ne vais pas te la faire forcément commenter, mais on l'a trouvée rigolote cette image parce que sur cette image, on te voit, il y a deux passions. On te voit avec ton chien à l'époque. Et puis, on te voit avec un chapeau. Et pour les gens qui te connaissent bien, on sait que dans cette image, tout est résumé de Karine Gioch, les chiens et les chapeaux. Mais je voulais te faire commenter en revanche l'émission. 19 ans, tu es rédactrice en chef de Cocktail Magazine. On est donc en 1996, on va voir cette image. Et là, tu es déjà rédactrice en chef à 19 ans. Et là, tu fais un peu tout dans le magazine, c'est ça ? Je fais tout. C'était une aventure incroyable. Effectivement, j'ai rencontré le directeur de la publication qui avait ce titre qu'il voulait relancer. Et je sais pas, il s'est dit, cette gamine, elle a l'air sympa, je vais lui confier ce magazine-là. Et je me suis retrouvée rédactrice en chef d'un magazine papier, diffusé en kiosque, diffusion NMPP, 80 pages, c'est un magazine culturel. Évidemment, on n'avait pas de moyens, on devait être 3 ou 4 journalistes. Il se trouve que j'ai eu la chance de travailler avec des journalistes extrêmement bienveillants, parce qu'à 19 ans, évidemment, je croyais tout savoir et j'avais une vision extrêmement claire et ils m'ont toujours suivi. Et il se trouve qu'en effet, comme on n'avait pas de moyens, je me mettais en scène pour les éditos. Tu fais même les pages mode, hein. Tu es en train de faire les pages mode, là. Je faisais les éditos, donc, je posais pour les éloigner les enfants de l'écran, Aurélien ne regarde pas, il va y avoir des photos. Je faisais à peu près tout. J'allais en kiosque vérifier qu'ils étaient bien en place, enfin voilà. Mais ça a été extrêmement formateur. C'est une expérience qui a vraiment changé ma vie, ça a tout changé. Merci en tout cas, Karine, pour ce passage là de toutes ces photos, ça nous a, on gardera ça pour nous, hein. Surtout les dernières photos, on les garde pour nous, on te les renvoie. Promis, on n'utilise rien. On passe à la chronique de Aurélien. Jingle. All up in my mental playing make believe. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. La chronique bonheur, c'est la chronique d'Aurélien qui va nous parler aujourd'hui d'une de ses passions. Aurélien. Alors, bonjour à vous, je suis très heureux de vous accueillir dans la chronique bonheur. Alors, comme vous avez pu l'expérimenter dans le confinement, vous avez sans doute lu ou même parfois écrit. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon bonheur d'écrire et mon plaisir de lire. Voilà, parce que quand on lit un livre, on découvre, on redécouvre des personnages, on imagine leur caractère, leur personnalité, leurs défauts, leurs qualités ou alors leurs points faibles ou leurs points forts. Et quand on écrit, on invente les personnages, on les fait évoluer, on imagine où ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire et les aventures qu'ils vont vivre. Et donc, moi, j'ai envie de conseiller une série de livres pour des préadolescents de mon âge. Ça s'appelle Les 6 compagnons. C'est une série de livres avec des aventures d'enfants. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a du suspense et en même temps de l'humour. Donc voilà, je conseille Les 6 compagnons. On a compris en tout cas ce que tu voulais nous faire passer aujourd'hui comme idée, l'écriture, la lecture comme petit plaisir. Je crois que c'est aussi ton cas, hein, Karine. Oui, absolument. Ouais. L'écriture, de toute façon, l'écriture, c'est le fondement même du journalisme, hein, c'est un des piliers de ce métier. Donc, j'ai énormément écrit quand j'étais
plus jeune, quand j'étais enfant, notamment parce que j'étais enfant unique et que je m'ennuyais beaucoup. Donc ma mère me disait, eh ben lis un livre ou écris. Et donc je faisais comme toi, Aurélien, je faisais des petites fiches de lecture. Et oui, bien sûr, lecture et écriture, c'est une passion. On passe, il n'y a que la technique qui nous a aidés pour tenir le temps en fait. On passe au dernier, au questionnaire. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Karine, jingle. All up in my mental playing make believe. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Le principe, Karine, je te pose des petites questions et tu essayes de me répondre en moins de 3h30 la question. tu vas le faire? Tu vas réussir? On va voir. Je t'embête. Non mais on dit toujours que c'est très difficile d'être journaliste et d'être interviewé, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est très perturbant en fait. C'est pas ma place naturelle. Oui. Ne t'inquiète pas, c'est la dernière fois. Parce que tous les journalistes de France qui vont se voir cette interview se diront « Non, pas ça. Tu passes ton temps à dire pas de tunnel, surtout. » Non, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Et franchement, je vais demander 1h30 d'émission parce que c'est un plaisir de t'avoir. Quelle activité tu préfères? Quelle activité te rend particulièrement heureuse? En dehors de mon métier, bien entendu. En dehors de ton métier, oui. La musique, parce que je fais aussi de la musique, j'écris, je compose, je chante. Et ça, c'est absolument indispensable à ma vie. Alors... Je m'ai dit de faire court, hein, donc je fais court. Oui, mais c'est exactement ça. Mais je vais quand même te demander quelle est la musique que tu préfères. Alors, il y a beaucoup de musique que j'écoute. J'écoute énormément de jazz. En l'occurrence, c'est la musique que je fais moi-même, que je chante moi-même. Beaucoup de hip-hop. Le hip-hop, pour moi, c'est la vie. J'ai un besoin viscéral tous les jours d'écouter du hip-hop et je ne comprends pas cette espèce de mépris qu'il y a encore un peu dans les médias français avec le hip-hop. Du zouk, de la musique caribéenne, du zouk, du compas, du reggaeton. Enfin voilà, ce sont vraiment les musiques qui me touchent, qui me font voyager. De la musique congolaise aussi, la rumba congolaise. Enfin voilà, Karine, moi je conseille l'Écorce, ce qui est un titre que tu as écrit, parce que tu écris, tu composes, dans l'album de Thierry Fanfan, que beaucoup de gens connaissent, hein, le bassiste Thierry Fanfan. Bassiste. Et on va quand même écouter, alors c'est pas ce titre-là, mais on va t'écouter quand même en concert. Et pour les gens qui te suivent sur M6, qui ne connaissent pas cette partie de ta carrière, quelques notes. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy Ways, c'est ça? Ah oui. Eh ben, voilà, il y a plein de gens qui sont surpris là, je suis sûr. Hein, alors je les incite évidemment à aller creuser cette partie de ta personnalité et d'un talent énorme que tu as. J'avais d'ailleurs 2 concerts de prévus avant le confinement, le 19 mars au Jazz Club Étoile et le 1er avril au Baiser Salé. J'ai une énorme pensée d'ailleurs pour tous les métiers du spectacle, tous les artistes qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation vraiment extrêmement difficile. Mais on te verra en 2020, ça va reprendre. La question, c'est aussi ton plat préféré. Oh, alors je suis très gourmande. Mon plat préféré, c'est le corbouillon de poisson, le fricassé de lambi. C'est la cuisine antillaise, évidemment. C'est ma vie. J'adore le corbouillon de poisson. Mais le fricassé de lambi, en fait, entre les deux, je ne sais pas trop choisir. Ouais. Bien sûr, avec du riz, des haricots rouges et des bananes jaunes. Le max de féculents. Je crois que le lambi, c'est un mollusque. Le lambi, je ne sais même pas comment vous le décrire. Allez sur Internet, tapez lambi, vous verrez, c'est extraordinaire. Mais il faut quand même savoir le préparer. Hein. Et qui est un des coquillages symboles d'Haïti. Hein. Oui, et c'est notamment quand dans les films, vous voyez quelqu'un porter un énorme coquillage à l'oreille pour entendre la mer, mais c'est justement un coquillage de lambi. Le film qui te rend heureuse? Tigre et Dragon. J'adore ce film. C'est un film que j'ai vu un nombre incalculable de fois et à la fin, je pleure toujours. J'ai une passion absolue pour le cinéma, en l'occurrence asiatique, particulièrement hongkongais, chinois, etc. J'adore les arts martiaux, j'en pratique moi-même, je fais du kung-fu. Et Tigre et Dragon, ça me touche énormément parce qu'il y a beaucoup de symbolique et notamment sur la place des femmes. J'adore ce film. C'est très bien, tu réponds à 2 questions en une. Je voulais te demander ton sport préféré et tu pratiques le kung-fu. Le mot qui te rend heureuse? Manger. J'ai ma petite idée, c'est ça, manger. Manger. Et manger avec quel paysage en face de toi? Quel est le paysage qui stimule tes hormones du bonheur?
Ah, le paysage des Antilles, que ce soit la Guadeloupe ou la Martinique, c'est un bonheur. Je me sens absolument complète quand je suis aux Antilles. C'est vrai aussi pour la Guyane, d'ailleurs, où j'ai grandi. Mais quand je suis là-bas, je suis chez moi totalement, pleinement. Je suis moi pleinement. J'ai mon accent, je retrouve mes saveurs, je retrouve mes parfums, mes couleurs. Enfin voilà, c'est là que je suis le mieux. Tu étais plus heureuse à 10 ans, à 20 ans ou à 30 ans? Comme je ne connais pas ton âge, Karine, je ne me suis pas risqué à dire à 40. Amour sur toi. Mais tu l'as dit, donc... Non, j'ai dit que je ne savais pas. En fait, j'ai quand même travaillé l'émission, donc j'ai vu que tu es CP en 1980, donc il y a des choses qui ne trompent pas. Même si la nature ne le montre pas, le CV... Non, définitivement, je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui. Vraiment. Non, et c'est justement ce qui me rassure, c'est le fait de... Déjà, je suis pas du tout nostalgique. Et je suis très heureuse de ce que j'accomplis chaque jour, de ce qui me reste à accomplir, de ce qui me reste à apprendre. Je suis très heureuse. Vraiment, aujourd'hui, je reviendrai pas du tout à 10 ans. Oh là là, refaire tout ce chemin. Non. On est bien. La prof de philo que tu es ou que tu as failli être, puisque tu as une maîtrise de philosophie quand même, qu'est-ce que tu peux nous dire en moins de 15 secondes sur le bonheur? Ta définition du bonheur? Le bonheur, ce sont les petites choses. On se figure toujours le bonheur comme quelque chose d'extraordinaire et d'inatteignable, comme un après, comme un futur, comme un loin, comme un ailleurs. Et en fait, le bonheur est toujours très près de soi, au plus près. Et c'est de ça dont il faut se nourrir chaque jour, parce que c'est s'incarner, être incarné et vivre ici et maintenant. C'est ça le bonheur. Est-ce que tu aurais, ça c'est un peu toujours la dernière question et toujours la même, est-ce que tu aurais un conseil concret pour bien commencer la journée ou pour être heureux? Un conseil concret pour nos internautes et nos téléspectateurs. Alors déjà, démarrer la journée avec la gratitude. Au moment où vous ouvrez les yeux, remerciez, quelles que soient vos croyances, votre foi ou autre, vous pouvez remercier juste l'univers, la vie, votre cœur de vous maintenir en vie. Ça, pour moi, déjà, c'est quelque chose qui me remplit, de me dire que je me réveille et qu'une nouvelle journée s'offre à moi. Et puis, écoutez quelque chose qui vous fait plaisir. Si vous aimez de la musique, écoutez de la musique. Si vous aimez, il y a une image qui vous rend heureux, regardez cette image. Voilà. Moi, je pense qu'il faut avoir des concentrés de bonheur. Il ne faut jamais se priver d'être transporté dans ce qui nous rend heureux. Donc, ça peut être la musique, une image, quelqu'un qu'on doit appeler, une pensée, un SMS qu'on envoie. Rendre quelqu'un d'autre heureux, c'est aussi se rendre soi-même heureux. Voilà. J'ai une nouvelle qui va te rendre heureuse. On a retrouvé Aurélien et je vais lui poser la même question à Aurélien. Qu'est-ce qui te rend heureux le matin? Comment tu commences ta journée pour être heureux le matin? Alors, pour moi, ce qui me rend heureux le matin, c'est de retrouver ma famille, ma sœur qui se lève et mes parents. Génial, c'est magnifique. Et je vais te poser une dernière question, mais en fait, il n'y a que moi qui la comprends et toi, c'est une private joke devant la France entière. Quel est ton mois préféré, Karine? C'est le mois de juin. on en restera là. Et j'ajouterai, c'est notre mois, n'est-ce pas, mon François? Je vais même pas pouvoir terminer l'émission. Je vais donc demander à Aurélien de le faire. Je vous remercie à tous. Merci parce qu'on a eu des problèmes techniques. Donc merci d'avoir accepté cette invitation, Karine, parce que tu es à l'antenne tous les jours, c'est pas facile. Je sais que c'est une heure où tu prends le thé et après tu vas te coucher. Et merci Aurélien d'avoir tenu le choc. Parce que les problèmes techniques, c'était pas évident. Merci à toi. Je remercie, comme chaque semaine, Nicolas, Alexis, je remercie Jérôme, je remercie Christophe, toute l'équipe de Demain TV. Et je vais faire ce que j'ai promis, c'est-à-dire donner à Aurélien le soin de terminer l'émission. Et Aurélien, donc futur présentateur d'M6. Merci à tous de nous avoir suivis. Un grand merci également à Karine Guioc d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite une semaine ensoleillée et on vous dit à la semaine prochaine. All up in my mental playing make believe. Oh yeah, you always really were a pipe dream to me. Oh yeah.